continuer jusqu'à la fin. Et on ira jusqu'à la fin de toute façon. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose de concret, de bien affiché, je continuerai à me battre pour moi et pour les autres. Le gouvernement veut nous voir disparaître. Or, on est toujours là. On est déterminé à vouloir changer les choses. Ça va continuer, ça va être pire encore. La France est-elle entrée avec le conflit des Gilets jaunes dans un très long conflit, dans une histoire sans fin? Regardez, la manifestation de samedi dernier, deux chiffres sur le nombre de manifestants. D'abord, le nombre de ceux qui défilent le samedi. 84 000 samedi dernier, autrement dit la courbe se stabilise à un niveau supérieur à ce qu'il était pendant les fêtes, bien sûr, très largement inférieur, bien sûr, à ce qu'il était à la fin du mois de novembre. Et puis le chiffre quotidien, on en parle moins. Mais combien y a-t-il de personnes sur les ronds-points? 1000 manifestants par jour en moyenne la semaine dernière. On était à 2500 la semaine d'avant. Bref, ces chiffres sont relativement bas, mais ils semblent relativement stables. Et qui plus est, ces manifestations, elles s'organisent, puisqu'il y a maintenant un service d'ordre, et qu'elles sont de plus en plus déclarées, comme s'il s'agissait d'un conflit social ordinaire, sauf qu'il s'ancre dans la durée. Alors va-t-on vers une histoire sans fin? Dans un instant, on recevra une figure des Gilets jaunes, une figure qui a marqué le début de l'histoire des Gilets jaunes et qui a jeté l'éponge, qui a quitté les Gilets jaunes. Fabrice Schlegel qui nous rejoint, il vient du Jura et il viendra nous dire pourquoi. Et on en parle autour de la table avec Thomas Legrand, avec Dominique Seux, avec Rokhaya Diallo et avec Eugénie Bastier. D'abord, vos commentaires là-dessus. Est-ce qu'on assiste à un nouveau type de conflit qui finalement ne vise pas une revendication principale qui pourrait être ou non satisfaite, un processus de négociation qui pourrait finalement aboutir, mais qui s'inscrit dans un temps indéterminé? Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on assiste à une prise de conscience d'une partie de la population qui n'existait pas ni médiatiquement ni politiquement et qui s'est découverte des intérêts convergents, des intérêts collectifs et qui aujourd'hui a envie de maintenir sa présence, sa visibilité pour ne pas être oubliée parce qu'effectivement, ça a été malgré tout un grand coup de tonnerre, les Gilets jaunes, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de dire désormais nous sommes là, vous ne pouvez plus nous ignorer et nous resterons visibles parce que nos préoccupations sont des préoccupations qui ont toujours cours et effectivement... Mais Rokhaya, quand vous dites pour ne pas être oublié, pour continuer d'être vu, c'est nouveau. Jusqu'à présent, ce n'était pas un objectif en soi, de ne pas être oublié, d'être vu. C'était plutôt des revendications, alors sonnantes et trébuchantes. D'ailleurs, le gouvernement a quand même signé un chèque, un très gros chèque. Donc c'est nouveau, ça. Mais c'est parce Et est-ce qu'on peut y répondre, surtout? Je pense qu'on peut y répondre, en tout cas médiatiquement. Ce qui s'est passé aussi de nouveau, c'est pas seulement la pression qui s'exerçait au niveau du gouvernement, mais simplement la visibilité de Français qu'on ne voyait jamais auparavant, qui sont retrouvés sur des plateaux de télévision, qui se sont retrouvés effectivement dans des reportages, et dont on a fait les portraits en comprenant qu'il y avait des enjeux qui étaient des moteurs pour eux, mais qui étaient perçus comme secondaires par les personnes qui racontent l'information. Donc je pense que se rendre visible, c'est aussi la prise de conscience du fait que les choses se jouent aussi dans les médias et se jouent aussi. Ils ont eu la possibilité d'exister à travers les réseaux sociaux, donc en contournant les canaux médiatiques traditionnels. Et je pense que c'est d'une certaine manière une forme de conscience de classe qui aujourd'hui s'exerce avec la visite. Enfin, je trouve que c'est intéressant en plus cette symbolique du gilet jaune qui a pour but de rendre visibles les personnes à travers la nuit. Mais ça veut dire que oui, nous sommes là et il n'est plus question aujourd'hui de nous ignorer ou de parler à notre place ou de nous caricaturer à travers les lunettes, les lentilles de personnes qui n'appartiennent pas à nos groupes. Et je pense que c'est intéressant. Est-ce qu'on peut appeler ça encore aujourd'hui un conflit social? C'est une vraie question. Je pense à un conflit social parce que sociologiquement, c'est en effet un conflit qui oppose des classes sociales, puisqu'on le sait, on le voit dans les enquêtes, les gens qui continuent à manifester. Et d'ailleurs, il faut noter la longévité de ce mouvement, le fait que des gens chaque samedi sacrifient leur samedi pour aller sur les ronds-points, pour aller manifester. Il y a quand même ça exige un sacrifice individuel. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de muter vers un sacrifice individuel, pardonnez-moi. Ou alors le plaisir, de se retrouver, de partager, alors qu'avant on était seul devant sa télé, peut-être. C'est peut-être presque en train de muter vers un espèce de... Je dirais presque pas un mouvement politique, mais presque un mouvement associatif. Et d'ailleurs, j'étais frappée par un parallèle qui m'a frappée entre comment dire. J'ai l'impression que les gilets jaunes sont devenus une minorité qui s'est assise à la table des minorités et qui a pris la parole. Et d'ailleurs, je voyais presque un parallèle entre la petite main jaune de SOS Racisme et le gilet jaune. C'est-à-dire maintenant, c'est devenu une association de défense des classes populaires, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est en train de muter vers les gilets jaunes sont devenus l'association de la minorité oubliée
biais des classes populaires et de la France périphérique. Et comme une manifestation, eh bien, ils manifestent, ils montrent leur existence, ils prennent la parole dans les médias. Ils sont devenus quasiment presque un lobby associatif. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne mutent pas de manière politique, mais presque associative. Mais la différence, c'est qu'SOS Racisme, c'était une création gouvernementale. Donc là, c'est vraiment un mouvement qui vient du terrain. Donc, je trouve que c'est même plus nouveau dans le sens SOS où... Racisme, c'était les deux. C'était le gouvernement qui a surfé, on ne va pas refaire l'histoire, qui a surfé sur le mouvement terrain, c'était la marche pour l'égalité. SOS Racisme, c'était le mouvement socialiste. C'est pas la même chose. C'est toujours plus facile de commenter l'histoire il y a 35 ans que celle d'aujourd'hui. Justement, essayez de nous dire aujourd'hui à quoi on assiste. Passionnant dans cette histoire, c'est que on en est à l'acte 10e semaine. On ne sait toujours pas définir. Il y a eu des enquêtes sociologiques. On voit à peu près sociologiquement qui c'est. On voit qui c'est sociologiquement. Mais on ne voit pas vraiment ce qu'il demande. On s'est dit au début, c'est peut-être le petit blanc de Donald Trump. Mais non, pas du tout. Ses préoccupations sont écologistes, par exemple. Elles sont aussi souvent parce qu'il vient en premier quand même. Ça vient pas en premier, mais enfin, on aurait pu croire qu'après s'être battu sur cette taxe... censément être taxe écologique, ils s'en soient pris aux écologistes. Les écologistes ne sont pas une cible pour eux et ils disent comprendre la nécessité de la transition énergétique. Ils ont des préoccupations parfois identitaires, très souvent sociales. On n'arrive pas très bien à les définir. D'ailleurs, le Front National et la France Insoumise essayent de les investir, les petits groupes violents d'extrême droite et les petits groupes violents d'extrême gauche essayent aussi d'en faire... Ils ont pris de la place quand même. Pardon ? Ils ont pris de la place. Oui, ils ont pris de la place et essayent d'en faire leur terrain de jeu. On a du mal à les définir, mais je crois que c'est Arnaud Latour, le chercheur Bruno Latour. Bruno Latour qui disait cette phrase assez simple et assez vraie. On a affaire à un mouvement... On a affaire à un gouvernement qui n'arrive pas à répondre et qui n'entend pas à écouter un mouvement qui n'arrive pas à formuler ce qu'il veut. Alors là, et nous, on est les commentateurs qui avons du mal devant tout ça à dire autre chose que oui, ça revient, oui, c'est fait pour être vu, mais qu'est-ce qu'on voit finalement ? En fait, c'est ça, on n'arrive pas à voir. Oui. Non, j'allais dire, dans un syndicat, si on se réfère à des mouvements sociaux antérieurs. Il a des comptes à rendre à ses adhérents. S'il n'obtient rien, ses adhérents vont dire on arrête de manifester, on se décrédibilise. S'il obtient quelque chose, comme ça a été le cas, ses adhérents peuvent dire on a obtenu. Mais là, il y a de comptes à rendre à personne d'une certaine manière. Donc où est la fin ? C'est un mal-être de personnes qui se considéraient comme invisibles. C'est une colère. Je ne dirais pas que c'est une revendication qui se fonde sur les classes sociales, parce que c'est le milieu rural, les petites villes. En ville, dans les banlieues, on n'a rien vu de tel, on n'a pas vu un seul gilet jaune. Et donc on voit bien que c'est l'expression de gens invisibles dans les petites villes et le milieu rural. Mais une fois que la colère est exprimée, le mal-être est visible. S'il n'y a pas de transformation, qu'elle soit politique, associative, et s'il n'y a pas de revendication précise, en fait, ça ne peut déboucher sur rien du tout. Et donc, nous en sommes là. C'est un mouvement qui est en train vous êtes en train de dire à nos téléspectateurs, ça ne déboucher sur rien du tout. Préparez-vous jusqu'à l'été 2019 à voir tous les samedis des manifestants. Ils ont obtenu un gros scalp, 10 milliards d'euros. Ils ont obtenu... Emmanuel Macron a quand même mis un genou en terre. Il n'est pas allé plus bas, mais il a mis un genou en terre. Il crée un grand débat. Ils ont obtenu ça. La tactique maintenant, ça devrait rentrer dans ce grand débat, et ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Bon, alors comment s'y retrouver aujourd'hui ? Je vous propose de voir comment s'y retrouver aujourd'hui. Vous vous posez sans doute la question, vous qui nous regardez, au fait, les Gilets jaunes, qui décide ? Qui décide quoi ? Combien de chapelles ? Combien de groupes ? Eh bien, la réponse, voici les indispensables avec Baptiste Morin. Eh oui. On fait une cartographie des Gilets jaunes. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, on se pose une question simple. Combien y a-t-il de groupes représentatifs, entre guillemets ? Combien y a-t-il de groupes identifiables au sein des Gilets jaunes ? Alors on peut en distinguer quatre sphères, 4 groupes. Vous allez voir le premier, c'est autour du trio des historiques, les Gilets jaunes de la première heure. Priscilla Ludowski, Éric Drouet, Maxime Nicole, rejoints par Laetitia Deval, Gilet jaune du Val d'Oise. Ils forment ce qu'on pourrait appeler l'aile dure du mouvement, dure car Éric Drouet, lui, avait appelé à entrer dans l'Élysée. Maxime Nicole, lui, avait prédit un soulèvement national armé et en plus de ça, il a tenu des propos complotistes sur l'attentat de Strasbourg. C'est sans doute, en termes de capacité de mobilisation, le groupe le plus important. Là où ça se complique, c'est que depuis 8 jours, rupture de lien entre Éric Drouet et Priscilla
Ludowski. Alors, Priscilla Ludowski a rompu ses liens en expliquant qu'il y avait un problème de comportement de son ancien camarade, parlant aussi de menaces. Et oui. C'est pour le premier groupe. Quand il y a des groupes, il y a des sous-groupes. Et ça commence depuis une semaine. Deuxième groupe, ce qu'on peut appeler les modérés. Vous allez retrouver dans ce groupe-là Aïk Chahinian, Christophe Chalençon, Jean-François Barnaba, Ingrid Levavasseur. Deuxième groupe, le plus mobilisateur, le plus fédérateur. Ce sont ceux qui se sont réunis, vous savez, dans les locaux de la Provence à Marseille et qui ont fondé un mouvement qu'ils ont appelé très sobrement Gilets jaunes, le mouvement. Va-t-il déboucher sur un parti politique? Ça, on ne le sait pas encore et pour l'instant, son avenir est en suspension. Troisième groupe, parce qu'il en reste encore deux. Les Gilets jaunes libres, Jacqueline Moreau, Benjamin Cauchy. Jacqueline Moreau qui, elle, a lancé son parti politique, Les Émergents. Benjamin Cauchy qui a été approché, séduit. Pour l'instant, on en reste à la séduction par le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Et dernier groupe, je vous promets, c'est le dernier. Quatrième groupe, autour de Francis Lalanne et Thierry-Paul Valette. Alors, eux ont lancé un mouvement, un collectif Gilets jaunes citoyens. Francis Lalanne, vous le connaissez. Thierry-Paul Valette, un peu moins. C'est un des auteurs de la Tribune qui est paru hier. Francis Lalanne, c'est beaucoup. Mais c'est en tout cas un peu plus que Thierry-Paul Valette qui a été un dessinateur donc, de la Tribune hier dans le JDD pour dire stop aux violences contre la presse. Voilà, mais vous avez eu raison, c'est vrai de faire la hiérarchie entre les deux premiers groupes qui sont sans doute d'une influence beaucoup plus grande que les deux autres. Un mouvement qui, au bout de 10 semaines, ne peut pas dégager des leaders, ne peut pas trier des revendications, ne peut pas raffiner sa colère, c'est un mouvement qui n'a pas d'avenir politique. Alors justement, les revendications, est-ce qu'on peut dire quand même, Baptiste, qu'il y aurait des revendications partagées par à peu près tous ces groupes et tous ces leaders? On vient de voir les divergences, je vous propose de nous intéresser donc aux convergences. Il y en a, pour preuve, regardez quand on est allé sur les ronds-points, ce qu'on a le plus entendu. Tout de suite, le référendum, tout de suite. On veut le RIC, c'est le RIC qui demande là. On veut le RIC. Mettre en place un référendum d'initiative citoyen. Il faudrait déjà qu'ils remettent l'ISF. Plus de pouvoir d'achat. Augmentation des salaires, pouvoir d'achat. Alors pour reprendre, d'abord la fiscalité, le pouvoir d'achat, ça c'est un peu la revendication originelle de ce mouvement des Gilets jaunes. Ils demandent toujours une augmentation des salaires et notamment du SMIC alors qu'Emmanuel Macron a déjà lâché en augmentant de 100 € le salaire des plus bas revenus du pays. Vous l'avez aussi entendu, remettre l'ISF, remettre l'impôt sur la fortune, c'est aussi quelque chose qu'on entend énormément depuis 2 mois. Globalement, les Gilets jaunes pensent que les plus riches ne paient pas assez d'impôts. Et puis troisième revendication, le RIC, le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et selon un sondage Opinionway pour LCI, 73% des Français y seraient favorables. Merci Baptiste, expert en gilet jaunologie. Pas facile de discerner les groupes, mais vous l'avez fait, on y voit quand même un peu plus clair. Oui Eugénie? Non, ce qui est frappant, c'est que la demande de RIC soit la demande quasiment la plus unanime et la plus qui permet la convergence, mais qui est en fait une demande purement procédurale, c'est-à-dire que ça demande rien. Le RIC. On veut vouloir en fait. C'est qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons vouloir, et il y a un côté purement procédural et qui est une demande purement démocratique, mais qui en fait ne dit pas grand-chose sur le contenu de ce qu'on veut. Un RIC pourquoi? Un RIC pour l'immigration, un RIC pour un RIC social, un RIC identitaire. Réappropriation de la chose publique par les citoyens, on pourrait le lire comme ça. Alors, histoire sans fin, ce conflit, parce que trop divisé, 4 chapelles ou pas, je vous propose un élément d'appréciation. On va accueillir une figure historique, si j'ose dire, du mouvement, pour un mouvement qui n'a que quelques mois. On accueille Fabrice Schlegel. Bonsoir Fabrice Schlegel. Bonsoir. Alors je pense que beaucoup de nos téléspectateurs se souviennent de vous parce que vous avez été un des premiers dans le Jura, à Dole. Bonne prononciation. C'est bien, très bien David. On fait des progrès. Alors on a été les premiers à Dole, oui. Vous avez été les premiers à Dole, parmi les premiers en France. Les premiers, je pense, à Dole, on a commencé le 2 novembre. Notre groupe s'est constitué. 2 novembre, voilà. S'est constitué bien avant. Et donc, on était les précurseurs, oui. Je précise, Fabrice Schlegel, que vous êtes artisan dans le bâtiment. Vous aviez une dizaine de salariés. Oui. Vous aviez une PME. Oui, j'ai toujours. Voilà, mais vous avez toujours vos salariés? Non, justement, c'est bien pour ça que mon combat, il a commencé là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une France où on a une imposition qui est confiscatoire, qui est devenue confiscatoire, et particulièrement depuis 2012, parce que M. Hollande, ce qu'il nous a fait quand même, c'était fabuleux, il faut revenir là. Alors, M. Hollande, il me fait beaucoup rire quand je le vois aller voir les Gilets jaunes, parce que c'est quand même lui qui a fait les fondations du bâtiment, là, un beau bâtiment, des belles fondations. Et donc, à un moment donné, des gens comme moi, on en est là, c'est-à-dire qu'on en est réduit à réduire la voilure pour éviter de payer des impôts, trop d'impôts. On est tout à fait dans le principe de la courbe de l'affaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, trop d'impôts tue l'impôt, et donc des gens comme moi, on préfère travailler au minimum
Hein, et au lieu de créer des emplois, etc., eh ben, ce qu'on fait, on se protège et puis on travaille à minima, on sous-traite. Alors la question aujourd'hui, c'est pourquoi avez-vous décidé de quitter ce mouvement des Gilets jaunes il y a presque un mois maintenant? Oui, au mois de décembre. Ça c'est juste un cas personnel qui est le mien, mais si vous voulez, je me retrouvais plus dans certaines choses, dans certains modes d'action. Allez-y. Puisque dès le départ, moi, si vous voulez, nous on a basé notre mouvement sur le respect des valeurs, le respect des personnes, des institutions, et puis manifestement sur la fin, au moins mi-décembre, on a vu que le mouvement commençait à être, mi-décembre, même dès le 8 décembre, hein, on a vu que le mouvement, et je m'y retrouvais plus trop, mais... Vous parlez de l'Arc de Triomphe, vous parlez de... ça, oui, parce que nous, dans le Jura, on a eu la chance de bien travailler avec les services de la préfecture, et ça s'est bien passé depuis le départ, il n'y a pas eu, de heurts avec la police, rien, donc ça, c'était fabuleux. Donc, dans le Jura, non, on était plutôt très bien. Par contre, au niveau national, et on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, après, c'est l'horizontalité de ce mouvement qui ne me convient plus. À un moment donné, il va falloir porter la parole en dehors du temple. Et là, c'est ce qu'on a du mal à faire dans ce mouvement. Et c'est là où je me retrouvais plus. Et moi, qui fustige systématiquement les hommes politiques, je vais pas faire comme eux, je vais pas m'accrocher quelque part où je suis pas désiré, où je m'y retrouve pas. Vous n'êtes pas désiré. Moi, j'apprends que vous avez toujours 33 000 personnes qui sont affiliées à votre... Vous connaissez la vacuité d'Internet. C'est sûr, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Vous avez raison de le souligner. Mais je veux dire, vous auriez pu aussi dire, tiens, je reste dans le combat et moi j'essaye d'entraîner les Gilets jaunes vers une autre direction. Mais je pense que le combat, les raisons pour lesquelles je me suis levé au mois d'octobre, le 10 octobre, elles sont encore là. Donc le combat continuera. Vous auriez pu avoir une petite place sur les groupes qu'on a vus tout à l'heure. Là, vous auriez été où pour défendre quoi? Dans les modérés. Pour défendre quoi? Pour défendre quoi? Alors moi, si vous voulez, vous voyez, par exemple, le grand débat. On ne parle pas d'une chose qui est essentielle et tout en découle, c'est la dépense publique. On est dans un pays où on a 56%... Le président a dit, venez en débattre, venez dire ce sur quoi on doit dépenser plus, ce sur quoi on doit dépenser moins. Non, le président, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a fait penser à Coluche quand il disait expliquez-moi ce dont vous avez besoin, on va vous expliquer comment vous en passez. Voilà. C'est plutôt ça qui fait Monsieur Macron. Non, il faut à un moment donné, puisque tout va découler de ce combat contre la dépense publique qui est délirante en France, où on a 10 points de plus qu'en Allemagne. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'en Allemagne, il y a des hôpitaux quand même en Allemagne. Mais les Gilets jaunes demandent plus de dépenses publiques en règle générale. Ils demandent pas plus parce que c'est pas d'argent dont on manque en France. C'est d'intelligence quant à la gestion de cet argent public. Et les Gilets jaunes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête de leur taper dans les poches. Vous savez que l'année dernière, on nous a pris 1070 milliards. Alors maintenant, on parle de milliards, comme on parlait de centimes de francs, 1070 milliards dans nos poches. Mais simplement, c'est que les poches sont vides et qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où on ne leur a plus enlevé le superflu, on leur enlève l'essentiel. Vous avez l'impression, au fond, que le discours originel qui était ras-le-bol fiscal, il a un peu disparu derrière le RIC, derrière la demande supplémentaire de services publics. Vous ne reconnaissez pas dans le discours global autour des Gilets jaunes. Ce collectivisme intellectuel ne me convient pas. Voilà. Collectivisme intellectuel. Oui. C'est-à-dire qu'on commençait... on est un mouvement, à la base, on se doit d'être tolérant. C'est un mouvement formidable. Franchement, ce qui se passe là, on a de la chance parce que on a réussi à sortir ces Français. Alors, je dirais pas la France d'en bas de Raffarin parce que lui, il était tout sauf de la France d'en bas, mais on a réussi, nous, les Français, les petits Français, on a réussi à sortir de cette incapacité programmée. Où nous, les ouvriers, les fils d'ouvriers, les cadres, les Français moyens, ce qu'on appelle vraiment les Français moyens, et c'est ce concept qu'il faut ressortir là. C'est le Français moyen. Vous, les médias, après il faut bien évidemment vendre vos journaux, mais vous parlez de gilets jaunes, mais c'est pas forcément, on n'est pas des gilets jaunes. Avant tout, on est des citoyens en colère, on est des contestataires. Des gilets jaunes ne se dément pas. C'est bien que c'est quand même ancré, c'est ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça reste un mouvement très populaire et voilà pourquoi ça dure. Il y a un effet miroir. Un effet miroir, c'est ça. Beaucoup de Français s'y retrouvent. Deux questions précises, Fabrice Chagall. Est-ce que vous continuez à aller sur les ronds-points? Parce que ceux qui ont partagé votre combat... Non, par contre, j'en vois beaucoup et je suis très heureux à chaque fois que je les vois. Franchement, ça me fait plaisir parce que j'ai rencontré des personnes formidables. Et j'ai aussi vu des cas. Et pourtant, moi, j'habite la campagne. Dole, c'est la campagne, dans le Jura. J'ai vu des cas quand même à ma porte. Des gens qui souffrent.
des gens qui souffrent. Et ça, on se doit, et c'est pour ça que mon combat continuera d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte pour que cette société évolue vers plus de justice. Et deuxième question, est-ce que vous êtes seul à avoir raccroché les crampons chez vous, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi et qui ont laissé tomber les gilets jaunes? Mais moi, j'ai pas, de toute façon, raccroché les crampons. Les raisons pour lesquelles je me suis levé, comme je le disais tout à l'heure, elles sont encore là. Donc il y a beaucoup de gens peut-être qui ne viennent plus. Ils sont plus dans l'opératif, mais je peux vous dire qu'ils sont mobilisables du jour au lendemain. Et il y a beaucoup de retraités qui sont rentrés chez eux, pour l'instant, parce qu'il y a ce grand débat et qu'on ne doit pas refuser le dialogue. Il faut aller discuter, même si... Ouais, vous l'approuvez, ce grand débat, alors vous y investissez personnellement? Vous êtes allé dans une salle municipale? Pas encore, pas encore. Et vous allez y aller? Non. Probablement, parce qu'on se doit de respecter le dialogue et de faire honneur à ce dialogue. Par contre, on sait très bien qu'il ne sortira rien de ce grand débat. Hein. On sait très bien que M. Macron... Vous le savez, Monsieur Pujadas, vous savez très bien que M. Macron, il a déjà tout prévu ce qu'il allait faire et pas faire. Il sera peut-être obligé de bouger. Il sera peut-être obligé. J'espère. Tout est une question de rapport de force et visiblement, les Gilets jaunes ne sont pas nuls en rapport de force. Et puis, c'est pas fini, vous allez voir. Et là, je suis très fier de ce qu'ils ont fait samedi. C'était une très belle réponse, un samedi calme comme ça, qu'une mobilisation quand même encore très forte. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire, bien évidemment, des chiffres de M. Castaner, hein, qui manifestement n'était pas très bon en mathématiques. Lui, il dit 84 000, les Gilets jaunes disent 147 000. Donc ça vous pousse à enfiler à nouveau le gilet jaune? Non, parce que je pense qu'on est des soldats avec des armes différentes. Battons-nous chacun avec nos armes, on a le même objectif. Voilà. Je reviens sur le grand débat. Vous dites, on sait très bien, Emmanuel Macron, il ne bougera pas d'un iota. Mais sur les 80 km/h, de toute évidence, il est contraint de bouger. Ça, c'est du symbole. On est tout est symbole. Et là, on est pile poil dedans. Il croit qu'il va donner ça. Alors, pourquoi ? Parce que le gilet jaune, il est rural, parce que le gilet jaune, c'était le premier qui hurlait contre les 80 km/h. Alors il se dit, je vais leur donner ça. Mais je pense que ça suffira pas. Hein. Est-ce que vous attendez en priorité? C'est une baisse de l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas quelle est la forme sociale de votre entreprise. Impôt sur les sociétés. Moi, c'est des CCV, donc en général, enfin, j'ai CCV et SARL, donc c'est différent. Ouais. Société ou à l'IR. Ce que vous attendez en priorité en matière fiscale, puisque ça semble être effectivement le cœur de votre combat, c'est une baisse fiscale nette. Voilà. Et comment on arrive à ça? On baisse les prélèvements, on baisse la dépense publique. Voilà. Parce que où va tout cet argent? Où va tout cet argent? Où vont les 1070 milliards? Moi, je veux bien, on a des budgets, mais où ça va? Et quand on va chercher 1070 milliards chez les gens, il en manque encore 80, hein, puisqu'on est en déficit de 80 milliards. Ça va dans notre modèle social pour une grande part quand même. Une partie se redistribue, Dieu merci, mais il y a beaucoup de gabegies. Vous voyez, moi, si j'étais aux responsabilités, la Cour des comptes, tout de suite, je les mets les 1800, je les mets au chômage tout de suite. Pourquoi? Tous les ans, ils nous expliquent ce qui va pas. Tous les ans, ils disent bien, suivi de zéro effet. Zéro effet. Eh ben aujourd'hui, la Cour des comptes, ça sert à rien. Faut la dissoudre. Faut la dissoudre. Elle sert à rien. Elle dit ce qui va pas et puis on n'en tient pas compte et puis on se retrouve là tous les ans, on va tirer l'oreille à l'un à l'autre. C'est de l'hypocrisie. Est-ce que vous avez le sentiment, Fabrice Schlegel, qu'il y a, comme on l'entend beaucoup, notamment dans les allées du pouvoir, un noyautage de ce mouvement, et en particulier par des mouvements d'extrême droite? Vous l'avez ressenti? Alors, je vais vous dire que plutôt extrême gauche. Et d'ailleurs, les médias, vous avez une responsabilité quand même, parce que depuis le départ, vos informations étaient prédictives quant à l'adhésion des partis de droite, d'extrême droite et d'extrême gauche. On disait ils ont noyauté le mouvement, etc. Ce qui n'était pas vrai à l'époque. Et après, on a vu carrément. Alors, quand on voit des gens de la France, vous irez penser sans nous, vous inquiétez. Quand on voit oui aussi, mais je veux dire par là, quand on voit des gens de la France insoumise qui eux sont les chantres de la dépense publique, le programme à Monsieur Mélenchon, c'était plus 270 milliards de dépenses publiques. La plupart des gilets jaunes qu'on interviewe veulent un SMIC à 1500, ils veulent aussi un SMIC beaucoup plus fort. Je suis pas sûr que ça vous arrange, vous, par exemple, en tant qu'entrepreneur, si on augmentait le SMIC de 500 euros? Ça dépend après les charges qui payent, parce que faire des cadeaux avec le portefeuille de l'autre, c'est pas un cadeau, hein, et c'est ce que fait M. Macron. Donc, par exemple, quand on voit les cahiers de doléances, c'est vrai que la baisse des impôts n'arrive pas en tête des doléances demandées dans les mairies. La première doléance, en fait, ce qu'on retient, c'est le pouvoir d'achat. Les gens, ils veulent vivre. Ils veulent vivre et ils ne veulent plus survivre. Et les services publics à proximité. Les services publics, parlons-en des services publics. C'est pas antinomique que de dire on veut payer moins d'impôts et avoir des services publics de qualité. Aujourd'hui, force est de constater que on paye de plus en plus d'impôts. On a de plus en plus de taxes, on a de plus en plus de fonctionnaires.
hein, quand même. Et on a de moins en moins de services publics. Donc aujourd'hui, on se dit que les mecs qui sont en train de gérer l'entreprise France, ils font n'importe quoi. Et si j'étais entrepreneur, ils auraient déjà liquidé. Ils seraient au tribunal de commerce. Fabrice Schlegel. Oui, allez-y. Vous expliquez que justement, ce soit le vocabulaire de la gauche et les moyens de la gauche qui est imprégné le mouvement et pas les vôtres. Pourquoi est-ce que le pouvoir culturel de la gauche a été plus fort que le vôtre pour diriger et orienter ce mouvement? Ça angoisse beaucoup. Ah ben ça, parce que c'est tout. Essaie de reprendre le pouvoir culturel. C'est voilà, tout le talent de M. Mélenchon. Et puis après, on va dans les solutions de facilité. Et puis ça l'arrangeait, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de points qu'on peut retrouver dans son programme. Bon, alors ce que les gens oublient, c'est que dans son programme, il y avait 120 milliards d'impôts en plus. Hein, puis qui voulait aller chercher chez les riches. Mais bon, il faut quand même savoir que les riches seraient partis si M. Mélenchon est arrivé. Ils ont dragué. Moi, franchement, je trouve M. Mélenchon, il est risible quand il dit, il fait de M. Drouet, il fait une icône. Je veux dire. Faut arrêter, M. Mélenchon. Et pour vous, Éric Drouet n'est pas une icône? Non, non, mais c'est ça. Oui. Et non, c'est une icône. Non, c'est un membre, et lui-même le dirait, puisqu'il dirait je suis un membre fondateur de ce mouvement, et voilà. Dans le personnel politique français, est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous vous sentez plus proche après 3 mois de mois et demi de combat des Gilets jaunes ou pas? Alors moi, j'ai perdu beaucoup de convictions quand même. Je suis tombé dans le questionnement personnel après la multitude, les milliers de messages de détresse de mes concitoyens. Et là, je vous avoue que j'avais beaucoup moins de certitude. J'ai beaucoup moins de certitude aujourd'hui qu'au mois d'octobre. Voilà. Et qui me plaît en ce moment, moi personne ne me plaît particulièrement, plus non, je me sens proche de personne. Bon, je vous écoute quand même, et je vous écoute, vous avez une vision assez affirmée des choses, vous avez mené des hommes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer une carrière politique, Fabrice Schlegel? Monsieur Pujadas, vous allez me tirer des ennuis. Vous allez m'attirer des ennuis. Non. Alors, justement, je profite de votre antenne pour dire que non, je ne souhaite pas être maire de Dole, parce qu'on a un maire de Dole qui fait un travail formidable. Hein, bon. Et on a un député qui est super. Donc, je ne souhaite ni être député, ni être maire. Voilà. Et je profite de votre antenne. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question et fermé la porte, parce que je précise que vous avez été candidat divers droite au départemental de 2015. Vous êtes d'ailleurs arrivé en 3e position, 21,5% des voix, c'est pas rien. Est-ce que votre départ des Gilets jaunes aussi, mettons les choses sur la table, sans vouloir être maire de Dole ou député, c'est pas aussi lié à une ambition politique? Non, moi je suis un citoyen, j'ai été élu à 19 ans d'ailleurs, vos petites fiches vous le disent pas, mais j'étais élu dans mon village de 5000 habitants, hein, 19 ans, sur une apolitique, hein, et je me suis présenté il y a 3 ans effectivement, je ne vois pas pourquoi je me représenterai pas un jour à une quelconque élection, je m'autorise tout, oui évidemment. Si je peux servir à quelque chose. Regardez comment David vous pose la question. Il vous pose la question comme si c'était finalement quelque chose d'un peu mal. Est-ce que vous n'allez pas pécher? Pas du tout. Alors que justement, on reproche, enfin moi je reproche aux Gilets jaunes de ne pas réussir à dégager les porte-paroles, parce que dégager des porte-paroles, c'est savoir intégrer son intérêt propre dans un intérêt commun. Et c'est ça la politique. Voilà. C'est intégrer son intérêt propre dans un intérêt commun. Quand on ne sait pas faire ça, on ne peut pas faire politique. Les Gilets jaunes ne peuvent pas faire ça. Alors je réponds à Thomas. Et le fait que vous-même... Non mais c'était une blague. Je réponds à Thomas, non mais... Vous-même soyez parti, c'est peut-être aussi parce que vous avez compris que vous n'arriveriez pas à être le représentant de quelque chose de si protéiforme et finalement une addition d'individualisme. C'est peut-être la quintessence de l'individualisme, les Gilets jaunes, malheureusement. Alors qu'il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié, on voit bien, mais moi je n'y vois pour l'instant que de l'individualisme. Tant qu'il n'y aura pas des représentants et tant que vous ne hiérarchiserez pas et rendrez pas cohérents vos propositions, je ne vois pas le débouché politique. Ça ne fait système et collectif que par les médias, aujourd'hui, quand même. Oui. Pas les solidarités de rond-point. D'ailleurs, Gilets jaunes, c'est, comme disait Rokhaya Diallo, Gilets jaunes, c'est regardez-moi. Il n'y a pas de système qui sait... C'est pas écoutez-moi, c'est regardez-moi. Et par les manifestations. Thomas, d'un mot, évidemment qu'ici, on aime la politique, qu'on dit vive la politique, ça a été longtemps. Je sais. Mais c'est vrai qu'on n'écoute pas forcément la parole d'une personne de la même manière, selon qu'il y ait une ambition politique. Non, mais moi, forcément. Mais j'ai entendu votre réponse, Fabrice Schlegel. Question encore, et c'est celle sur laquelle on s'interroge depuis tout à l'heure. Un conflit sans fin, c'est la question qu'on posait. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait mettre fin à ce conflit? Un peu d'intelligence. Monsieur Macron, il y en a beaucoup, il faudrait qu'il s'en serve d'un minimum.
Parce qu'aujourd'hui, il a une attitude autiste, même s'il y a le grand débat qui... on faisait la liste tout à l'heure de ce qu'il a cédé. Non, tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'il a mis un genou à terre, pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait céder? Qu'est-ce qui pourrait céder? Vite un peu d'intelligence, c'est pas une réponse. Techniquement, qu'est-ce qui pourrait céder? Par exemple... Le RIC. Alors le RIC, moi je suis pour mettre des barrières. Effectivement, il faut que le peuple participe un petit peu plus, mais il faut mettre des barrières. On peut pas révoquer des élus comme ça parce que. Vous dites qu'il est autiste. Il comprend pas quand même que là il y a un vrai problème et que ce problème-là, qui a une origine protéiforme, il aura une réponse qui sera obligatoirement aussi protéiforme. Et là pour l'instant, comment? Vous n'arrivez pas à formuler. Par exemple, on le voit très clairement, et moi je suis pas vraiment pour ça, mais on voit très clairement que l'ISF c'est une préoccupation. Moi je suis pas sûr que ça soit bien, mais tout est symbole, et je pense que ça serait un geste fort. C'est un geste de 3,5 milliards, enfin de rentrée supplémentaire. Même si je pense qu'idéologiquement c'est une erreur, puisqu'on se bat contre un État qui phagocyte tous nos revenus. Puis la première des choses qu'on veut, c'est remettre en place un impôt supplémentaire. Donc vous battez plutôt contre l'injustice fiscale, donc c'est-à-dire que c'est le fait que l'impôt frappe de manière différente des personnes qui n'ont pas forcément le même niveau de revenu. Chacun essaye de faire rentrer dans votre chaussette ses propres convictions. J'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui était contre l'impôt de manière générale. C'est-à-dire que tout découle de ça en définitive. C'est-à-dire que si on gère mieux l'argent public, on n'aura pas besoin d'aller chercher sans cesse des impôts, des taxes, des réglementations, etc. Voilà, plus de simplicité. Mais vous n'êtes pas contre l'impôt dans l'absolu. Ah non, mais il faut qu'on repasse. Il faut qu'on repasse. C'est quand même pas la même chose de penser qu'on est trop taxé que de penser que d'autres ne le sont pas assez. Il faut qu'on repasse dans l'imposition consentie. Là, on est dans l'imposition subie. Et sur les autres, ça peut pas durer. Pas assez taxé, et soi-même qui est trop taxé, c'est généralement ce qu'on entend. Alors, très ancré, et je sais que vous devez bientôt nous quitter, donc vous me ferez un signe, et puis vous pouvez évidemment partir, on ne va pas vous retenir. Mais très ancré dans ce mouvement, il y a l'idée, vous en l'évoquiez à l'instant, Rokhaya, d'une explosion réelle ou supposée des inégalités. Eh bien, un rapport pourrait servir de carburant à ce mouvement des Gilets jaunes. Il s'agit de ce rapport, le rapport d'Oxfam, sur les inégalités dans le monde, avec ce constat, c'est vrai, qui choque, ce constat saisissant, 26 milliardaires les plus riches du monde qui posséderaient autant de richesses que la moitié de l'humanité. Alors, je vous propose d'abord d'en voir le détail de ce rapport et de ce constat. Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Le petit jingle, ça n'est pas grave, on va s'en passer. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Alors comment était-il, que nous apprend-il exactement ce rapport sur ce sujet alors? Bien écoutez, on va répéter ce que vous venez de dire parce que c'est quand même assez sidérant. Les 26 milliardaires les plus riches de la planète détiennent aujourd'hui autant de richesses que la moitié de l'humanité, que 3,8 milliards de personnes. En d'autres termes, ces 26 milliardaires sont aussi riches que 50% de la population la plus pauvre de la planète. Une concentration de richesses qui s'est accentuée par rapport à 2017 où c'était 43 milliardaires qui détenaient la moitié du patrimoine mondial. Alors, qui sont ces milliardaires? Eh bien, d'abord, l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, patron d'Amazon. Sa fortune est de 98 milliards d'euros. C'est plus que le PIB de la Croatie, de la Côte d'Ivoire ou de la Jordanie. En deuxième position, on trouve Bill Gates, 79 milliards d'euros. En troisième, Warren Buffett, 74 milliards d'euros. À la quatrième place, Cocorico, un Français, Bernard Arnault, 63 milliards d'euros. Puis Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, avec 62 milliards d'euros. Plus globalement, sur les 26 milliardaires les plus riches de ce monde, on compte 15 milliardaires américains, plus de la moitié. On a aussi un Mexicain qui occupe la 7e place, Carlos Slim Hierro. Ces entreprises réalisent 2 à 3% du PIB mexicain. On compte 4 Chinois, notamment les 2 géants du net. Ma Huateng, patron de Tencent, 17e fortune mondiale avec 39,8 milliards d'euros. Jack Ma, chef du géant du commerce Alibaba, 34 milliards d'euros. Enfin, ce classement compte aussi un Indien, Mukesh Ambani, 35,2 milliards d'euros. Deuxième enseignement de cette étude d'Oxfam, c'est que le nombre de milliardaires augmente. Leur nombre a presque doublé depuis la crise financière de 2008. On compte aujourd'hui 2208 milliardaires dans le monde. En France, le nombre de milliardaires a même été multiplié par 3, de 14 milliardaires en 2008
à 40 en 2018. Enfin, le troisième enseignement de cette étude, eh bien, c'est que la fortune de ces milliardaires s'accroît, elle aussi. Elle est en hausse de 12% sur l'année 2018. Concrètement, c'est comme si chaque jour, leur fortune s'était accrue de 2,2 milliards d'euros. Alors Jennifer, si on essaye de faire exactement la même comparaison, le même exercice en France pour les 26 hommes les plus riches du pays, qu'est-ce que ça donne en termes de possession de patrimoine par rapport au pourcentage des plus pauvres? Alors, hommes et femmes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Tout d'abord, rappelons qui sont ces 26 milliardaires les plus riches. Reprenons le classement Forbes qui sert de base au calcul d'Oxfam. On trouve à la première place, on en a déjà parlé, Bernard Arnault avec ses 63 milliards d'euros. Puis ensuite, Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal, 37 milliards d'euros. À la troisième place, François Pinault, 24 milliards d'euros. À la quatrième place, il y avait Serge Dassault, décédé cette année avec 20 milliards d'euros. Puis à la cinquième place, Emmanuel Beignet, PDG de Lactalis, 13 milliards d'euros. Viennent ensuite Alain et Gérard Wertheimer, héritiers de Chanel, avec chacun respectivement 11,4 milliards d'euros. Plus loin, Vincent Bolloré occupe la 9e place avec 6,5 milliards d'euros. Martin et Olivier Bouygues, la 16e avec 4,3 milliards d'euros. Marc Ladré de la Charrière, lui, est à la 19e place avec 3 milliards d'euros, etc., etc., jusqu'à la 26e place du classement avec Moed Altrad, dirigeant du groupe Altrad, spécialisé dans le matériel pour BTP, avec 2,4 milliards d'euros de patrimoine. Les fortunes de ces 26 milliardaires français les plus riches vont donc de 2 à 63 milliards d'euros. Alors la question maintenant. Additionnons-les maintenant, on arrive à un total de 260 milliards d'euros. Et comparons ce patrimoine à celui du reste des Français. Et pour cela, utilisons les mêmes données du Crédit Suisse qu'Oxfam. On sait que 30% des Français les plus pauvres détiennent l'équivalent de 176 milliards d'euros de patrimoine et que 40% des Français les plus pauvres détiennent 424 milliards d'euros de patrimoine. Alors avec 260 milliards d'euros, nos fameux 26 milliardaires les plus riches se trouvent donc entre ces deux lignes. Leur patrimoine est donc équivalent à celui des 33 à 35% des Français les plus modestes. C'est beaucoup, c'est même énorme, mais c'est moins qu'à l'échelle du monde. Merci Jennifer, très intéressant. Je vous donne la parole dans un instant, Fabrice Schlegel, avant que vous nous quittiez, mais Dominique, je m'adresse au directeur de la rédaction des Échos. Est-ce qu'on est dans un monde qui est tombé sur la tête? Là, je ne parle pas spécialement de la France, mais du monde, surtout, et de ce rapport. Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe? Alors, on peut avoir une autre lecture. Évidemment, un certain nombre d'inégalités ont progressé, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on peut avoir une autre lecture. Le pouvoir d'achat de l'ensemble des habitants sur la planète augmentant, d'une manière générale. Vous avez des entreprises qui ont saisi ces opportunités, qui ont plus de clients, et donc la valeur des entreprises augmente. Le patrimoine dont on parle, ce sont pour l'essentiel, la quasi-totalité des actions des entreprises que ces gens ont créées. L'entreprise, on peut vendre les actions, mais elle en a hérité. C'est la question de l'héritage. Mais ils ont créé ces entreprises qui sont valorisées, qui ont réussi. Voilà. Mais autrefois, la réussite existait. Ce n'est pas de l'argent sur un compte en banque. Oui. Ils peuvent vendre et puis ils auront l'argent sur un compte en banque. Si demain matin, j'ai une idée géniale, imaginons que par hasard, j'ai une idée géniale pour remplacer Google. Aujourd'hui, je crée ce soir cette entreprise, elle ne vaut rien. J'ai une idée géniale, dans une semaine, elle vaudra peut-être 1 milliard, 2 milliards, si je la cote en bourse. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'ultra riche? Oui, peut-être. Si vous la vendez. Si je la vends. Mais est-ce que c'est fondamentalement scandaleux si j'ai cette idée géniale? Je crois que le fond de l'affaire, moi je préfère regarder les inégalités de revenus, qui me semblent, et qui explosent aussi. Dans le monde entier. Sauf en France. Sauf en France. Les inégalités de revenus, qui me semblent beaucoup plus patrimoine. pertinentes. Et c'est assez intéressant de voir qu'Oxfam se concentre sur les inégalités de patrimoine, alors même qu'il lutte contre l'évasion fiscale qui concerne plutôt les revenus. Pourquoi? Parce que les inégalités de revenus, les écarts de revenus ont moins progressé que les écarts de patrimoine. Vous savez, la valeur d'un appartement à Paris, d'un appartement à Rabat ou en Inde, ça n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Ça n'a pas beaucoup de sens. Sachez que la quasi-totalité, une grande partie des habitants de Paris sont dans le 1% les plus riches de l'humanité. Est-ce que vous croyez que la majeure partie des Parisiens se sentent
dans les 1% les plus riches de l'humanité. C'est peu parce probable. qu'on ne ressent pas que c'est pas vrai. Mais oui, mais est-ce que... Attendez, vous réagissez les uns et les autres, mais Fabrice Schlegel, de nous quitter, je voulais juste avoir votre sentiment sur ce qu'on vient de voir et d'entendre. Eh bien, moi, ça va me permettre de rebondir sur quelque chose qui me semble aussi important dans notre société française, c'est le déterminisme social qui est à la base des inégalités. Hein. C'est-à-dire qu'en France, quand on est ouvrier ou fils d'ouvrier, on a toutes les chances d'y rester. On parlait tout à l'heure, et je vais le faire rapidement parce qu'effectivement, je vais vous quitter, mais l'Assemblée nationale, par exemple, hein, vous me demandiez ce qu'il fallait faire, mais moi, quand je vois qu'il y a 0 ouvrier dans l'Assemblée nationale alors qu'il représente 50% de la population active, on se dit que notre société ne va pas bien. Alors qu'il y en avait 20% d'ouvriers, je vous rappelle, au sortir de la guerre. C'est plus l'inégalité des chances. L'inégalité. C'est le 50% d'ouvriers dans la population active française. Non, ça non. Il n'y a pas 50% d'ouvriers. Non, les ouvriers, ça doit être question de... On vérifiera quand même, mais vous avez certainement raison. Mais donc, je veux dire par là qu'en France, on a quand même ce problème-là. Et après, ça génère les inégalités aussi, de salaire, etc. Mais aujourd'hui, en France, il faut le dire, on a ce problème-là de déterminisme social. On reste dans sa caste, hein. On reste dans sa caste, et ça, faut bien le dire, et c'est un gros problème. Voilà. Merci Fabrice. Mais je vous en prie d'avoir été avec nous et bon retour. Bon retour. Bonsoir. Donc, réaction à ce que disait Dominique. C'est pas une relativisation que vous faites, Dominique, c'est vous dites on regarde le problème par un certain côté, mais même si les inégalités de revenus ne progressent pas autant, un extraterrestre débarquerait sur la Terre et il dirait ceux qui réussissent, ceux qui ont cette idée géniale, Google, Facebook, il y a 40 ans ils pouvaient l'avoir, ils auraient été immensément riches, mais pas à ce point-là. Oui, mais je pense qu'il y a aussi un effet... un extraterrestre de gauche. C'est même pas une question de gauche ou droite, je pense. Il y a un effet du capitalisme financier qui est l'effet... je vais parler anglais, mais winner takes all. Alors là, carton jaune, le gagnant prend tout. Ça existe. Voilà. Non, mais je le traduis pour les. Voilà, le gagnant prend tout, et en fait, c'est un peu ça qui se passe, c'est que en fait, le principe du capitalisme, c'est qu'en effet, ceux qui restent en haut normalement sont vite remplacés. Il y a une espèce de perpétuel remplacement, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des gagnants qui prennent tout et qui restent au top et qu'on peut plus déloger, notamment les gros Gafa, Google, Facebook. Alors oui et Amazon, non, Eugénie, parce que on ne peut plus déloger. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut casser ces grandes entreprises? Ces milliardaires qui sont à la tête des GAFA, ils sont nouveaux. Ils n'existent pas. Le patron de Facebook, il y a 10 ans, il n'était personne. Mais oui. Oui, mais maintenant, ils sont tellement gros que la question se pose, comment, à un tel degré de capitalisation et de concentration du capital, comment faire pour les faire dégrossir? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment, c'est aux États de les casser? Les nouveaux milliardaires, ils sont, dans la plupart des cas, ils sont chinois, indiens, ils sont sud-africains. 15 sur 26 sont américains. Voilà. Excuse-moi, 15 sur 25. 2000. Oui, non, mais là on parle des 26. Dans les 26 plus gros, 15 sont américains. Et d'ailleurs, à mon avis, la politique d'ultralibéralisation de Donald Trump a un rôle aussi dans la manière dont ça explose la concentration. Rokhaya. Moi, je voulais réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que les Français, en tout cas une grande partie des Français, seraient considérés comme pas appartenant aux 1% des personnes les plus riches dans le monde. C'est une réalité. Alors, on n'en a pas conscience au quotidien, mais franchement, moi, pour le coup, je suis d'origine africaine. Donc, j'ai une grande partie de ma famille qui habite en Afrique de l'Ouest. J'ai passé 2 semaines en Afrique de l'Ouest pendant les fêtes de Noël. Il est évident que je suis largement privilégiée par rapport à des gens qui sont des membres de ma famille. Donc, ne pas avoir cette conscience-là, c'est un confort, mais on ne peut pas ne pas se dire qu'on vit dans un monde où les richesses sont réparties de manière absolument injuste. Le continent africain, c'est le continent le plus riche du monde. Comment se fait-il que les bénéfices de toutes les ressources qui existent sur le continent africain ne bénéficient pas aux premiers concernés, aux personnes qui vivent à côté de ces ressources? Elles sont exploitées par des entreprises. C'est peut-être l'endroit où on trouve les inégalités les plus frappantes. C'est-à-dire qu'il y a une petite minorité qui est très 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 riche, encore plus riche que... C'est le cas aussi en Amérique. C'est vrai, c'est qu'en Amérique latine, mais c'est vrai quand on regarde qui exploite les richesses africaines, on voit bien, on a vu par exemple parmi les milliardaires, on a vu des gens comme Vincent Bolloré. C'est une des personnes qui bénéficient de ces richesses-là. Donc je pense que la question, pour moi, c'est une question qui va au-delà de la question justement de la question politique. C'est aussi une question morale. Est-ce qu'on accepte aujourd'hui de vivre dans un monde où les écarts de richesse sont tels et ne sont pas liés finalement à une position géographique, où il y a effectivement des dynamiques qui sont liées, pour moi, qui sont de l'ordre de la prédation. Je pense qu'il y a vraiment un problème, qui est un problème très très important, qui est un problème de fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être si privilégié que ça. Entre pays ont plutôt globalement tendance à se réduire. Oui, mais elles ont tendance. C'est vrai. À l'intérieur des pays, elles ont tendance à augmenter avec le 0,0001. C'est-à-dire avec une poignée en fait de personnes. Et effectivement, par rapport il y a 10, 20 ou 30 ans,
les inégalités les plus visibles, mais ça concerne quelques dizaines de personnes, pas plus. Oui, mais le phénomène mondial... La masse de ce que possède cette dizaine de personnes est quand même elle problématique. est phénoménale. Enfin, ça interroge quand même sur quelle humanité nous choisissons d'incarner. Vous disiez, Dominique, qu'on ne regardait peut-être pas le problème dans le bon sens. Je pense que les revenus sont plus importants que le patrimoine en l'occurrence, mais parce que la bourse, ça va... Cette façon de regarder les problèmes, la façon dont Oxfam, que vous pouvez contester, regarde les problèmes, est en fait toujours la même depuis plusieurs années. Non, elle a changé. Elle a changé. Ah bon, elle a absolument changé depuis 2 ans. J'ai entendu Cécile Duflot, patronne de Oxfam, dire que ces critères étaient les mêmes et que ça augmentait. Non, avec le même critère qu'il y a 2 ans, en fait, le nombre de milliardaires, il y a moins de concentration des richesses. Ah, c'est une bonne nouvelle alors. Ouais. Vous voulez entendre quelques réactions politiques? Évidemment, ce rapport. Eh bien, vous n'avez pas le choix, vous allez les entendre quand même. Olivier Besancenot, Gilles Lejeune, Éric Woerth, montage. Lucille de Villers, écoutez. La répartition inégalitaire des richesses a été orchestrée par des choix politiques concrets. C'est un point commun en France, en Europe et dans le monde, quasiment. Donc ça tombe pas du ciel. À l'évidence, moins en France que dans d'autres pays, les inégalités se sont creusées sur le sommet. Au moins en France, on peut se dire que depuis pas mal d'années, peut-être 20 ans ou 30 ans, la répartition de richesses entre le capital et le travail, elle est à peu près équivalente. Et c'est tant mieux. C'est plutôt ces hommes politiques qui se réjouissent du modèle français qui veulent pourtant absolument changer. C'est ça le paradoxe. C'est que, en effet, nous, je pense qu'en France, il y a beaucoup moins d'inégalités que dans d'autres pays parce qu'on a justement un modèle social protecteur. Mais c'est précisément ce modèle-là qu'on nous dit toute la journée qu'il faut changer et qu'il est intenable. Donc là, il y a un paradoxe, à mon avis. Alors, Génie, si on prend les revenus, effectivement, tout le monde le disait, on a un système redistributif qui corrige très largement les inégalités de revenus, qui les divise par 2, en gros. Mais si on prend le patrimoine, ce n'est pas 50% des plus pauvres que représente le patrimoine des 26 premières fortunes, mais c'est 33 à 35%, ce qui est quand même un tiers des gens, 26 milliardaires, autant de patrimoine qu'un tiers des gens. C'est quand même... C'est parce qu'on est à une échelle différente. C'est-à-dire que si on est à l'échelle du monde, évidemment, si on considère des continents très pauvres comme l'Afrique, comme le continent sud-américain, et qu'on le compare aux États-Unis ou au Japon, c'est des écarts de richesse qui n'existent pas à cette échelle-là dans simplement le territoire français. Mais je pense que ce serait intéressant... Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... des comparaisons entre l'Hexagone et les Outre-mer. À mon avis, ce serait intéressant de voir les différences de richesse et les différences de niveau de vie entre la France hexagonale et la France ultramarine. Je pense qu'on verrait des choses qui pourraient choquer. Les entreprises dont les propriétaires sont des milliardaires sont des entreprises qui ont des marchés mondiaux. Il faut probablement... C'est très compliqué puisque taxer en France les milliardaires, ça n'a pas beaucoup de sens puisque en fait, ils font 90% de leur chiffre d'affaires la plupart du temps ailleurs. Et donc, quel sens ça a? En revanche, le sujet des successions est un vrai sujet puisque c'est le sujet qui a été évoqué tout à l'heure, qui est la reproduction et la possibilité pour chacun de redémarrer à zéro. Et là-dessus, le paradoxe, c'est que la France est peut-être moins mobile, moins souple, moins vivante que les États-Unis, où on voit que la plupart des fortunes, c'est des fortunes acquises, c'est pas des fortunes héritées. Alors qu'en France, on a beaucoup d'héritiers. En France, il y a sans doute plus d'héritiers qu'ailleurs. Et il n'y a pas, dans les 26, il y a 2 Français, il n'y a pas d'Allemands. Et l'Allemagne, économiquement, va mieux que la France. Donc, comme quoi, avoir des super riches, c'est pas forcément ce qui est mieux pour l'économie. Alors c'est pour une raison, c'est que le modèle économique allemand, c'est l'industrie, et l'industrie est moins valorisée. L'industrie dure, les machines-outils, les voitures, est moins valorisée en bourse que d'autres secteurs, comme par exemple le luxe. La question au fond, c'est est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut corriger cela sans mettre à plat tout le système ? Qui, par ailleurs, a montré son efficacité, puisque depuis 40 ans, il a fait sortir des centaines de millions de personnes dans le monde, peut-être des milliards, en Chine, en Inde, de l'extrême pauvreté. Le taux de pauvreté dans le monde, il est à un niveau plus bas que jamais. Il est passé en 1990 de 40% de la population mondiale à aujourd'hui 8%. Voilà. De quel taux parle-t-on? Des gens qui vivent avec moins de 1,90$ par jour. Alors, il faut préciser immédiatement que cet indicateur est extrêmement discuté. On peut dire que la vraie misère, ce n'est pas 1,90$ comme le dit la Banque mondiale, l'ONU, mais 5$. Et à ce moment-là, effectivement, les choses sont un peu différentes. Mais il y a eu un changement absolument considérable, qui est un enrichissement global qui ne touche évidemment pas tout le monde. Le sujet, vous l'avez dit, c'est la mobilité. Est-ce que chacun a sa chance? Et manifestement, en France,
les inégalités culturelles ou d'accès au pouvoir ne sont pas optimales aujourd'hui et elles se sont plutôt dégradées, comme le montrent toutes les enquêtes sur l'éducation, par exemple. Alors, quand on a posé, non pas cette question, soyons honnêtes, à Emmanuel Vargon ce matin sur France Info, mais la question de l'ISF, des inégalités de revenus, hein, il faut bien distinguer les deux. Voilà ce qu'elle a répondu sur l'hypothèse d'une tranche d'impôt un peu plus haute sur les revenus les plus élevés. La question qui est posée, c'est la question de la justice fiscale et de l'équité. Revoir l'impôt sur le revenu et peut-être aller au-delà de la tranche maximale qui est à 45%, je trouve, mais c'est un sentiment personnel, que c'est une réponse possible. Voilà, et de plus en plus de membres du gouvernement et de la majorité souhaitent une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on est dans le débat sur les inégalités ou est-ce qu'on est dans une réponse politique ? C'est une réponse politique. À ce qui émane beaucoup des Gilets jaunes, à savoir plus d'égalité. Le problème est que le propre même de la mondialisation financière, c'est que les capitaux volent de pays en pays sans limite et qu'il ne peut y avoir une réponse qu'internationale. Enfin, en tout cas, je pense que si les États-Unis ne prennent pas des mesures, eh bien, il est difficile pour le reste du monde et pour nous, Européens, de suivre tout seul. Et c'est là où est le drame, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. On se souvient que Barack Obama, à une époque, parlait de plafonner les salaires. Il faut se souvenir. Il l'a jamais fait, évidemment. Mais là, on n'est quand même pas du tout avec Donald Trump. Ce que vous dites, c'est la fin de la souveraineté. On est dans un système où on n'a plus de souveraineté. Puisqu'on est obligé de se caler sur ce que font les autres. C'est bien pour ça que les gens râlent contre la mondialisation, c'est qu'elle dépossède les États de leur souveraineté économique et de la mainmise sur leur destin. C'est-à-dire sous peine de dépérir. Effectivement, aujourd'hui, l'État français n'a pas les moyens de contraindre les milliardaires à payer leurs impôts en France. C'est impossible dans un cadre de mondialisation. Il n'y a pas de volonté politique. Puisque nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays développés. Donc on arrive à le faire. Donc manifestement, on peut le regretter, mais en tout cas, on garde une certaine souveraineté. Quand on regarde le taux maximal de l'impôt sur le revenu, la part de revenus détenue par les 0,1% des Français les plus riches, c'est-à-dire 60 000 personnes, elle n'a pas bougé depuis 15 ans. C'est 1,8% des revenus en 2000 et 1,8, aujourd'hui 1,7, 1,8. Ça n'a pas bougé. Donc les gens dont on parle, ce n'est pas 0,1%, c'est 0,001, c'est peut-être 300, 500 personnes. C'est ceux-là dont les revenus ont le plus progressé. Quelqu'un veut réagir à ce que disait Emmanuel Vargon. Aujourd'hui, en France, on doit malgré tout en faire plus pour corriger les inégalités. C'est le grand message, le seul message qui émerge des Gilets jaunes pour l'instant. On verra si... alors même qu'on dit que c'est le pays le plus égalitaire après redistribution sociale. On est un pays très égalitaire, on a la passion de l'égalité et ça a l'air sans fin. C'est ce qu'on appelle... Ce qu'on peut appeler le paradoxe de Tocqueville, c'est-à-dire c'est plus une société est égalitaire, plus l'inégalité y est insupportable. Et plus on se rapproche du but, plus la distance qui nous sépare du but nous paraît. C'était le cas avant la Révolution française. C'est qu'à mesure que les conditions se sont égalisées, justement, qu'on n'a plus vu la nécessité de différence de statut justement entre les castes. Et aujourd'hui, on est une société en effet égalitaire qui ne supporte plus l'inégalité. Rokhaya. Je pense que ce que je crois, c'est qu'effectivement, sans doute, il y a une évolution qui va vers quelque chose de positif par rapport à la réduction des inégalités, mais que ce que ressentent les Français, c'est aussi peut-être un manque de volonté politique. En tout cas, ce qu'a présenté Emmanuel Macron, ce qu'ont présenté leur gouvernement, c'est pas quelque chose qui avait l'air d'aller dans le sens de davantage d'égalité. Donc je pense que ce qui a été ressenti aussi bien dans ce qui a été verbalisé que dans ce qui a été proposé, c'est pas du tout la volonté de mettre à plat les inégalités. Et moi, si on reprend leur discours, c'était justement de casser les barrières et de revenir à ou d'aller vers une certaine mobilité. Oui, mais en disant aux gens que sortir les gens de leur assignation. Oui, mais c'était comme si c'était aussi dans un discours qui les rendait en partie responsables en leur disant voilà, vous habitez là, vous pouvez aller bosser là, il n'y a pas de problème. Donc il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'incompréhension au fait que c'est pas facile en fait. Il y a des gens pour qui ça a été facile. Emmanuel Macron, il faut être honnête, dépend plus l'égalité des chances, le doublement des classes de CP dans les écoles difficiles va exactement dans ce sens que l'égalité tout court. Il dit lutter contre l'inégalité des chances,
c'est le meilleur moyen d'arriver à plus d'égalité réelle parce que... Bien sûr, mais il a donné trop de signes en direction des riches. Et par exemple, s'il était vraiment dans cette idée-là, il aurait taxé plus les successions. Or, il n'est pas du tout dans cette optique-là. La taxation des successions, c'est ce qui lutte le plus sur la reproduction des élites et la reproduction sociale. Parce que là aussi, elles sont un peu plus taxées qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est allé au bout d'un système, enfin au bout. La redistribution est la plus massive en France qu'ailleurs, et manifestement, ça ne réussit pas à recréer l'égalité des chances. Et donc, Emmanuel Macron teste l'égalité des chances. Tester autre chose. Vous avez mentionné les classes de CP, mais il y a aussi la formation professionnelle. Mais il y a un certain nombre de leviers sur lesquels appuyer. Merci à vous quatre. Ce qui est curieux, c'est que les Français ont le sentiment que les impôts augmentent. On publie un sondage ce soir ou demain matin qui montre que 2 Français sur 3 sont persuadés qu'en 2018, leurs impôts ont considérablement ou un peu augmenté. Alors qu'en réalité, globalement, les impôts ont plutôt baissé. Le ressenti est quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, c'est un échec de communication remarquable. Et il y a peut-être un particularisme français sur l'égalité, peut-être aussi un particularisme français sur la pression fiscale, visiblement. Merci à vous quatre d'avoir animé 24 heures ce soir. Restez avec nous.